formation en médecine interne et en pneumologie. Vous êtes spécialisé en médecine du sommeil. Vous avez travaillé à la clinique du sommeil de Stanford, ensuite à l'université de Montréal, à Harvard, à l'université donc à Boston. Et puis en 2006, vous mettez sur pied le Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil qui est rattaché au CHUV, le Centre hospitalier universitaire de Lausanne. Docteur José Abarrubio, après vos études de médecine, une spécialisation en neurologie, vous vous êtes aussi consacré à la médecine du sommeil. Vous avez travaillé dans différents hôpitaux européens et puis ensuite vous avez rejoint l'équipe à Lausanne. Vous êtes tous les deux les auteurs du livre « Je rêve de dormir » qui a été publié chez Fabre en 2016, un excellent livre que je recommande. Alors dans le monde actuel, ultra connecté, où on est tous extrêmement stimulés, il semble que le sommeil soit négligé. Alors dans le contexte du Covid-19, on peut sérieusement penser que l'anxiété qui est générée, le stress, peuvent évidemment nuire aussi au sommeil. J'ai lu d'ailleurs que de toutes les espèces, l'être humain est la seule espèce qui tend à vouloir réguler son sommeil. Les autres espèces, elles ont de la chance, elles ne se posent pas de questions et elles dorment en fonction de leurs besoins physiologiques. Alors je suis particulièrement intéressée par l'impact du sommeil ou du manque de sommeil sur le monde professionnel, le monde des leaders, le monde du business. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre certains qui sont assez fiers de dire qu'ils n'ont besoin que de 4 heures, voire 5 heures de sommeil et fonctionner au top. Or, il y a de nombreuses études qui ont établi des liens entre la performance, le sommeil, entre le leadership et le sommeil. Alors, que savons-nous aujourd'hui de la corrélation entre le sommeil et les capacités cognitives, la créativité, la capacité de concentration, la mémorisation? Est-ce qu'on peut supposer que dormir 4 ou 5 heures peut être suffisant pour certains? Alors bon, ce qu'on sait, c'est que le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle, qu'on ne peut pas vivre sans dormir et que le sommeil nous accompagne depuis le début de la vie sur Terre. Donc on pense que le sommeil a vraiment des fonctions qui sont très importantes, même si ça reste encore un grand mystère, parce qu'on ne connaît pas très bien comment ça se passe et quelles sont vraiment ces fonctions essentielles du sommeil. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'un bon sommeil pour être bien éveillé, et donc le cerveau a besoin d'un sommeil récupérateur pour être avec ses meilleures performances, pour obtenir les meilleures performances. Donc le sommeil joue un rôle important dans la mémorisation, dans l'attention, dans toutes les fonctions cognitives. Le problème du sommeil, c'est qu'on est tous différents par rapport au sommeil, qu'il y a des personnes effectivement qui ont besoin de plus de sommeil, d'autres qui ont besoin de moins de sommeil. Moins de 5 heures, c'est vraiment exceptionnel. Il y a probablement très peu de personnes qui peuvent fonctionner vraiment au top avec moins de 5 heures de sommeil. En général, effectivement, en moyenne, on aurait besoin d'entre 7, 8 ou voire 9 heures de sommeil pour que le sommeil soit vraiment un sommeil récupérateur et que notre cerveau puisse profiter des bénéfices d'un bon sommeil. Alors, il est dit aussi qu'en moyenne, on dort environ 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Alors, on peut supposer qu'auprès d'une audience de leaders, de professionnels, cette dette de sommeil est peut-être encore plus importante. Alors, que penser de la prise de substances, que ce soit du café, de l'alcool, des boissons énergisantes ou de la drogue, pour pouvoir tenir le coup? Et c'est une pratique dans certaines organisations. Est-ce que vous avez déjà rencontré des dirigeants ou des organisations qui souhaitent vraiment adresser ce problème? Alors, par rapport au manque de sommeil et aux conséquences, effectivement, on peut avoir envie de compenser le manque de sommeil en prenant des substances. Eh bien, il faut bien se rappeler que le meilleur remède contre le manque de sommeil, c'est de dormir, à la base. Ensuite, c'est vrai que des substances comme la caféine, qu'on trouve dans le Coca-Cola, dans le Red Bull ou dans le café, bien sûr, peut avoir un effet de diminution de la somnolence, puisque c'est des antagonistes des récepteurs à l'adénosine, et c'est vraiment ces récepteurs à l'adénosine qui vont nous faire nous sentir fatigués. Alors ça peut avoir un effet transitoire, mais ça ne compense pas le manque de sommeil. Ensuite, vous avez évoqué l'alcool. Alors l'alcool, c'est traître, parce que d'un côté, quand on est stressé et qu'on aimerait s'endormir plus facilement, certaines personnes ont tendance à utiliser de l'alcool. Le problème, c'est que oui, effectivement, on s'endort un peu plus vite, mais la qualité du sommeil par la suite est perturbée. C'est-à-dire qu'on a un sommeil beaucoup plus léger, fragmenté, avec des rêves bizarres, plus d'apnée du sommeil aussi avec l'alcool. Et l'autre problème avec l'alcool, c'est que la dose qui nous permet de nous endormir un peu plus rapidement va augmenter très rapidement. Ça veut dire que si une dose particulière nous permet de favoriser le sommeil dans un premier temps, il faudra avoir 2 verres de vin, 3 verres de vin, 4 verres de vin, avec un risque bien sûr d'abus par la suite, avec des conséquences sur la santé en général.
Oui, d'accord. Ensuite, les drogues, alors clairement, on déconseille, tout ce qui est drogue stimulante, cocaïne, amphétamine, alors ont des effets terribles sur la santé, risque d'infarctus, risque d'addiction, donc clairement déconseillé. D'accord. La recherche a aussi montré que la sieste, ou plus précisément la turbo-sieste d'environ 20 minutes, a vraiment un impact bénéfique sur la capacité de concentration, sur la productivité. Et pourtant, dans nos pays occidentaux, ça reste vraiment rare. Alors, moi j'ai vécu en Asie, là c'était beaucoup plus commun. Est-ce que vous avez rencontré là aussi des dirigeants ou des organisations qui souhaitaient vraiment installer cette pratique pour que cela devienne à un moment donné éventuellement accepté, naturel, voire encouragé? La sieste est effectivement très bénéfique. Donc si on n'a pas dormi assez pendant la nuit, qu'on se sent fatigué, le fait de faire une sieste, même très courte, parfois 5, 10, 15 minutes, peut déjà régénérer la capacité d'attention, de réflexion, être plus efficace aussi. Donc il y a un effet bénéfique. On voit aussi que quand on n'a pas assez dormi, la sieste permet de diminuer certaines hormones de stress. Donc même au niveau du corps, ça peut avoir un effet favorable. Comme vous le disiez très bien, il y a un impact culturel. Donc en Espagne, en tout cas il y a quelques années, c'était encore très très accepté de faire la sieste pendant la journée. Les gens faisaient carrément des siestes plus longues. Parfois ils se mettaient en pyjama dans leur lit, faisaient un cycle complet de sommeil qui dure à peu près 100 minutes et ils se réveillaient en forme par la suite et ils allaient retravailler. Ensuite il y a la turbo-sieste, on essaie plutôt de faire 10, 15, 20 minutes pour éviter d'entrer en sommeil profond, parce que quand on arrive après 30, 40 minutes en sommeil profond, c'est plus difficile de ressortir de la sieste, on est un petit peu groggy. Donc soit une sieste courte, soit une sieste plutôt longue. Ensuite, en Asie, effectivement, c'est accepté, on voit des gens qui, sur le marché, typiquement, vont s'endormir un petit moment, puis après continuer à travailler. Ici, en Europe du Nord, c'est un petit peu moins bien accepté, on a l'impression que c'est un peu associé à une notion de paresse, donc il y a encore une petite réticence. Certaines organisations, Nestlé, je crois par exemple, avaient en tout cas des salles spéciales pour faire la sieste, qui ne sont pas très utilisées parce que les gens ont une petite réticence à s'inscrire sur la liste de ceux qui vont faire la sieste. Donc peut-être ce qui serait bien, c'est que certains dirigeants donnent l'exemple. Ils disent voilà, vous ne me dérangez pas pendant ces 20 minutes parce que je fais la sieste. Et si le chef fait la sieste, peut-être que les autres personnes accepteront, iront dans cette pratique qui peut être extrêmement bénéfique pour la productivité aussi de l'entreprise. C'est clair, c'est vrai que comme beaucoup de comportements, ça doit être exemplifié au niveau de la direction pour que ça soit incité au niveau des collaborateurs. Alors au niveau du décalage horaire, on sait que notre corps s'adapte, et c'est d'ailleurs extraordinaire, quand on change de zone horaire, sans que l'on doive soi-même appuyer sur quelques boutons, notre physiologie, grâce au principe d'homéostasie, va s'adapter à cette nouvelle zone horaire. Quand on dort plus tard le samedi par exemple, après une semaine de travail intense, est-ce que le corps parvient à faire la différence entre le changement d'une zone horaire et le fait de faire la grasse matinée du samedi qui peut aussi potentiellement perturber notre rythme? Ou bien est-ce qu'en fait cette grasse matinée du samedi est perçue comme un décalage horaire artificiel? Je crois qu'il faut distinguer deux cas. Une situation où une personne s'est un peu privée de sommeil pendant la semaine, probablement parce qu'il y a beaucoup de travail, se couche plus ou moins à la même heure que d'habitude le samedi soir et dort un petit peu plus longtemps le dimanche matin. Là, ça lui permet de récupérer quelques heures de sommeil qui peuvent être bénéfiques. Si par contre, on a déjà une tendance naturelle, certaines personnes ont une tendance naturelle à décaler leur rythme un peu plus tard dans la nuit, donc les adolescents typiquement, parfois certains jeunes adultes aussi, le risque bien sûr de se coucher plus tard le week-end et de se lever plus tard le dimanche matin, de redécaler notre rythme. Donc là, on serait vraiment dans le cas d'un jet lag, comme si la personne avait passé le week-end à New York et revenait. Donc le plus gros danger, c'est d'avoir de la difficulté à s'endormir le dimanche soir, si la personne s'est couchée plus tard et s'est levée plus tard, et surtout de se lever le lundi matin. Donc les gens qui ont tendance à se décaler, mieux vaut pas trop faire de différence dans les horaires de sommeil durant le week-end. Par contre, ceux qui n'ont pas assez dormi pendant la semaine, on ne le conseille pas, mais ceux qui n'ont pas assez dormi pendant la semaine peuvent éventuellement dormir un peu plus longtemps. Donc ils ont un petit joker pour voilà, éventuellement un petit joker, avoir une à condition de se coucher quand même à la même heure et pas de décaler tout ça. C'est ça. Vous parliez de la mélatonine. Alors dans votre livre, vous citez la mélatonine, donc c'est une hormone qui induit le sommeil, on en produit naturellement. Certains effectivement en prennent sous la forme de tablettes pour pouvoir plus rapidement s'adapter à une nouvelle zone horaire. Et vous précisez dans votre livre que c'est vraiment absolument sans risque. Alors si c'est le cas, pourquoi ne pas en prescrire davantage, si c'est si inoffensif? Et puis l'autre question que je vous pose tout de suite, c'est dès lors, pourquoi est-ce qu'on voit encore tellement d'utilisation des somnifères si la mélatonine, qui elle est sans risque, est si efficace? En fait, il faut dire que la mélatonine, c'est un petit peu cette hormone qui est produite par notre cerveau
pour régler notre horloge biologique. Donc on a une horloge biologique, il faut que l'horloge biologique sache à quel moment c'est un moment favorable à l'endormissement et à quel moment, même si on est fatigué, on ne va pas pouvoir s'endormir parce que ce n'est pas les moments adaptés pour s'endormir. Et c'est un petit peu la mélatonine qui donne cette signal chimique qui dit à la machine du sommeil, c'est le bon moment pour s'endormir, oh là il ne faut pas dormir. Donc ça a un effet, qu'on dit, ça a un effet plutôt chronobiologique, donc c'est par rapport plus au rythme, même s'il y a quand même un petit effet hypnotique, donc même si ça peut faire dormir un petit peu, l'effet principal c'est par rapport au rythme. Donc on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est problème de rythme. Donc effectivement, on parlait du jet lag, on parlait des adolescents qui ont tendance à se décaler, les personnes aveugles qui perdent un petit peu le stimulus de l'extérieur, de la lumière et qui ont besoin de repères. Donc là, on peut utiliser la mélatonine, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est effectivement très naturel, c'est la même mélatonine que notre cerveau produit, sauf qu'on l'a fait au laboratoire, donc peu de risques d'effets secondaires, d'habituation, d'interaction avec d'autres substances, mais avec des indications très particulières et il faut vraiment à nouveau la donner à des moments précis, parce que si on la donne à des moments qui ne sont pas favorables, on peut avoir même l'effet inverse. Ah oui, donc il faut vraiment calculer à quel moment il faut la donner. On peut utiliser la mélatonine à libération prolongée, ça existe aussi, c'est une mélatonine qui va se libérer plus pendant la nuit, et ça peut être intéressant pour les sommeils fragmentés, surtout, ça a été étudié chez la personne âgée. Donc effectivement, c'est une substance intéressante avec des indications plus précises, plus spécifiques. Maintenant, pourquoi on utilise tellement des somnifères? Ça, c'est vrai, c'est une grande question. C'est vrai que c'est un petit peu une solution, entre guillemets, des facilités quand on ne dort pas prendre un somnifère. Les problèmes de ces médicaments, c'est qu'ils comportent un risque d'habituation, d'accoutumance qui est vraiment très important. Donc au début, ils marchent très bien. Après, pour avoir le même effet, il faut augmenter les doses, il faut augmenter les doses, il faut augmenter les doses. Et à la fin, on se retrouve avec des médicaments qui ne marchent pas si bien que ça, qui sont très difficiles à arrêter et qui ont des effets secondaires au niveau de la mémoire, la concentration, au niveau du fonctionnement, etc. Donc il faut éviter les somnifères et privilégier d'autres techniques. Donc on a maintenant des approches non pharmacologiques pour traiter l'insomnie qui fonctionnent très bien. Et ça devrait être la première ligne. Oui, super, merci beaucoup, c'est très clair. Alors, dernière question que j'aimerais vous poser. Là, imaginez que vous avez une audience de professionnels devant vous, de personnes très occupées, avec des agendas très chargés. Quel serait le top 3 de vos recommandations pour vraiment avoir un sommeil réparateur et se sentir en pleine forme, prêt à honorer ses responsabilités? Alors peut-être d'abord apprendre à se connaître. Ouais. Je pense que c'est la première chose, parce qu'il y a des grands dormeurs, des petits dormeurs, des gens qui sont plutôt du soir ou du matin. Donc savoir déjà quelle est sa typologie personnelle, savoir de combien d'heures on a besoin pour fonctionner correctement. Et la meilleure manière pour le faire, c'est peut-être quand on est en vacances, de regarder à quelle heure naturellement le sommeil arrive et à quelle heure on se réveille spontanément. Et ça nous permet vraiment de savoir le nombre d'heures qui nous convient et à quel moment de la nuit ce sommeil vient naturellement. Et ensuite d'essayer de respecter ce rythme. Donc le premier conseil, bien se connaître. Bien se connaître. Donc justement, j'enchaîne avec les rythmes. Donc il faut se dire que le sommeil c'est une fonction biologique essentielle, mais que c'est aussi un rythme. Et que c'est important d'avoir un rythme, d'entretenir ce rythme, d'avoir des rythmes les plus réguliers possibles. Surtout de se lever toujours à la même heure et de respecter effectivement sa durée du sommeil pour avoir un bon sommeil. Bien se connaître, des rythmes. Une dernière chose. Ensuite, alors, essayer d'éviter le stress, essayer de faire le vide un peu avant d'aller se coucher, éviter les écrans. On s'aperçoit justement que les écrans qu'on utilise le soir, que ce soit pour des loisirs, regarder une série ou pour travailler, ont un effet négatif sur la capacité d'endormissement. Et là, on a tous tendance à utiliser ces écrans avec justement cette inhibition de la mélatonine, donc une sorte de retard de survenue du sommeil à cause de ces écrans, donc faire très attention à ça. Faire attention aux substances stimulantes, on avait parlé de la caféine qui diminue cette envie de dormir temporairement, et ça c'est clairement quelque chose à éviter si on veut bien s'endormir par la suite. L'alcool, un faux ami, ça peut aider peut-être à s'endormir, mais un sommeil nettement moins bon par la suite, donc c'est aussi une recommandation qu'on peut donner. Bon, un grand merci, j'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été regardée juste avant de s'endormir, parce que je m'en voudrais de nuire à la qualité du sommeil de ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, un tout grand merci à tous les deux. Et puis, je répète encore votre livre, Je rêve de dormir. Excellent livre avec plein de conseils pratiques, très accessible à tous. Un tout grand merci et à très bientôt. Merci à vous.